première œuvre que je voulais vous présenter aujourd'hui, qui est une œuvre qui est datée de 1441, qui est une œuvre qui a été réalisée par un peintre essentiellement vénitien, un peintre du nord de l'Italie, qui est Pisanello. De son vrai nom complet, que j'ai oublié d'ailleurs, mais ah oui, c'est Antonio di Puccio Pisano, voilà, qui est né en 1395 et qui est mort en 1455. C'est donc une œuvre de maturité, et moi, il m'intéresse de vous raconter des choses autour de cette œuvre. C'est une œuvre qui est conservée à la Pinacothèque de Bergame. C'est une très petite œuvre, puisque le format, c'est un 28 par 19, presque un format A4, et c'est ce qu'on appelle une tempéra sur bois. Alors, pour refaire quelques petites distinctions pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté historique, la tempéra est une technique de piment émulsionné avec ou un œuf ou un corps gras, une colle animale, et qui donc est complètement différent d'une peinture à l'huile qui, elle, est utilisée avec une huile cicative. Donc là, on est encore sur une tempéra, on est sur les derniers moments de l'usage de la tempéra, puisqu'après, on passera quasiment définitivement à l'usage de l'huile. Ce tableau a été commandité pour faire le portrait de ce jeune homme, qui est donc Lionel Dest, dont je reparlerai dans quelques instants. Son père l'a commandité comme un concours. Donc il y a eu plusieurs peintres qui ont travaillé. On sait que c'est Bellini qui a gagné. L'œuvre de Bellini a été perdue. Donc nous, il nous reste que cette œuvre, le portrait qu'a réalisé Pisanello de Lionel Dest. Donc, Lionel Dest, c'est le monsieur que vous voyez. Lionel Dest est seigneur de Modène et de Ferrare. Il a été seigneur de cette ville de 1441, pardonnez-moi, de 1441 à 1551. Il est né, lui, en 1407. Et voilà. Et donc, il a été duc et marquis de Modène de cette période-là, c'est-à-dire de 1441 à 1541. Donc, le tableau date du moment où il va être intronisé duc et marquis de Ferrare et de Modène. C'est une longue histoire, la famille d'Est, puisque ce sont trois frères qui vont être qui vont diriger la ville de Ferrare et la ville de Modène. Donc, d'abord, lui, Lionel d'Est, très connu pour ses collections, et notamment ses collections de livres, suivi de son frère qui va prendre la direction de la ville de 1551 à la mort de Lionel jusqu'à 1571, qui est connu puisque son nom s'appelle Borso d'Est, et qui était extrêmement connu puisque c'est lui qui a commandité à la Scuola Ferrarese le grand Palazzo Schifanoia, pour lequel j'ai fait un Filiconi l'année dernière, qui est le Filiconi 12, cette espèce d'énorme cycle qui date de 70-71, c'est-à-dire le moment où il a été couronné par le pape grand-duc de Modène et de Ferrare. Et donc lui, il est le commanditaire de ça. Et enfin, le dernier de la fratrie qui va prendre possession de la ville en 1471 jusqu'en 1505, qui est Hercule d'Est, et qui lui est connu pour un autre grand projet, qui est l'Edizione Herculea, qui est la manière avec laquelle Hercule d'Est a refait faire un format, une structure architecturale complète pour la ville de Ferrare, dont on connaît un certain nombre d'objets, dont un objet très, très célèbre, qui est le Palazzo dei Diamanti à Ferrare, qui aujourd'hui abrite la pinacothèque de la ville. Donc, ce personnage que vous voyez ici est donc le duc et le marquis de la ville de Ferrare pendant un petit moment, pendant 1441-1551, c'est-à-dire pendant une dizaine d'années. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre ce que cette peinture dit et ce qu'elle va laisser comme épreuve pour nous et dans une théorie des arts. Alors, c'est donc un petit format, c'est donc ce qu'on appelle, c'est une peinture qui inclut dans ce qu'on appelle le style flamand, c'est-à-dire on est encore sur des formats qui sont des formats personnels et des formats qui rentrent dans des collections privées. Qu'est-ce qu'on note? On va faire une rapide description de cet objet. Le personnage est peint de profil. Il est peint en buste court, mais il est peint de profil. Qu'est-ce qu'on peut y remarquer? On peut remarquer, première chose, qui a beaucoup fait gloser sur cette peinture, qui est la coupe de cheveux, qui est une coupe de cheveux. Alors on reconnaîtra le détail absolu de la peinture de Pisanello dans le traitement des cheveux. Et surtout, la question des cheveux est importante, puisque c'est une manière très particulière de se couper les cheveux, qui est une manière typique de cette période, qui permettait de faire une espèce de truc, raser un peu derrière et raser très haut sur le front, parce qu'il fallait avoir un front très dégagé, et qui donc signifie un truc qui va être important pour nous, qui va signifier qu'un des modèles de cette peinture, c'est évidemment un problème d'actualité et de mode. C'est-à-dire que ce que montre la peinture, c'est aussi l'appartenance de ce personnage à un style et à une période très précise.
Donc la question évidemment de ce que Barthes appellera derrière le principe de la mode, et de considérer que c'est un des modèles de cette peinture. Deuxième chose qu'il faut regarder dedans, c'est la question technique, c'est-à-dire le grand génie technique de Pisanello, que vous pouvez voir à la fois dans le traitement du cheveu, dans le traitement du feuillage et des fleurs, et dans le traitement assez incroyable du brocart, ainsi que dans le traitement des petites broderies qui sont à l'arrière, etc., etc. Donc voilà, on est dans ce moment, on en reparlera tout à l'heure, où la dimension technique pour l'œuvre a une importance pour comprendre cette chose. Et puis enfin, la dernière chose, c'est l'importance, puisque ça dit aussi une question de statut et de rôle social, la question du vêtement, le brocart, le tissu de soie rouge, les broderies et les boutons, probablement en perles ou en nacre, ou éventuellement en pierre, mais ça c'est un peu difficile de savoir. C'est peut-être du cristal de roche, mais en fait, c'est impossible de savoir, donc c'est une supposition. Et puis, dernière chose qu'on peut remarquer dans ce tableau, c'est évidemment le fond. Donc, on est sur un fond noir sur lequel se développe un feuillage. Le feuillage est rempli de roses et que jusqu'à la fin du XVe siècle, c'est-à-dire pour la période dite médiévale et médiévale tardive, c'est-à-dire le grand gothique international, la rose a encore le symbole de la perfection. Ce ne sera pas comme on l'aura ultérieurement, par exemple chez Ronsard, etc. Cette question de attention, la vie va se faner, etc. Jusqu'à cette période-là, la rose est le symbole de la perfection. Que vous retrouvez dans un nombre incalculable de récits du roman de la rose, à tant d'autres choses. La rose est un élément qui désigne la perfection, donc qui incarne la question de la perfection du pouvoir. Donc voilà, ça c'est ce qu'on peut faire sur une description rapide et brève de ce tableau, qui est un tableau assez impressionnant d'un point de vue technique et sur la présence de ce personnage. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de vous en proposer quelques hypothèses pour arriver à comprendre ce qu'on fait de ce tableau. Alors, première hypothèse, c'est la question de la puissance technique. Et d'une puissance technique particulière qui est un dispositif particulier qui appartient au XVe siècle, qui est la question d'une puissance technique qui est au service de la puissance de la gouvernance. Jusqu'à présent, la puissance technique était encore et quasiment exclusivement réservée à ce qu'on appelait le doxazestai, c'est-à-dire à une glorification d'un système ou une glorification d'un processus, essentiellement l'Église et essentiellement la structure religieuse. Là, à partir du XVe siècle, alors ça commence très légèrement avant, mais c'est quand même quasiment exclusivement au XVe siècle, la puissance technique du peintre n'est pas exclusivement réservée à l'espace du temple, c'est-à-dire à l'espace de l'Église, à l'espace du religieux, mais elle est aussi maintenant réservée à un autre espace, qui est la question de la puissance de la gouvernance. Ce tableau est une commande pour un jeune prince qui accède au pouvoir, et il faut en montrer évidemment à la fois qu'est-ce qu'il est en tant que personne, et à la fois ce qu'il incarne en tant que puissance. Et donc tout ce que vous voyez sur le dispositif technique est au service de la puissance de la gouvernance et de la représentation de cette gouvernance. Et c'est assez important de le comprendre parce que c'est ça qui va entre autres désigner une partie de la modernité. Deuxième point qu'on peut interpréter à partir de ça, qui est extrêmement important, c'est qu'à partir de Pisanello, à partir de Bellini, à partir de cette fin de la première moitié du XVe siècle, on va réaffirmer, ça c'est extrêmement important, on va réaffirmer un concept qui a été oublié pendant la partie du Moyen-Âge, on va réaffirmer la question grecque de la techné. C'est-à-dire qu'on va de nouveau assimiler le dispositif pictural et le dispositif de représentation à un problème de techné. C'est ce qui fait l'affirmation de la pensée antique, c'est-à-dire que tout système de représentation, toute mimésis, doit être une mimetica techné, c'est-à-dire que ça doit être quelque chose qui doit être appuyé sur un savoir-faire très particulier pour arriver à fabriquer cette représentation. On sait très bien que pendant la période médiévale, une grande partie de la période médiévale, on a été en mesure d'oublier cette question-là, puisque ce qui importe n'est pas la dimension technique de la représentation, ce qui importe, c'est sa démultiplication. Donc vous pouvez très bien, dans la période médiévale, représenter un Christ ou quelqu'un ou un personnage religieux d'une mauvaise manière, entre guillemets. C'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est sa puissance de diffusion. C'est ce qu'on appelle en théologie le doxazestai, c'est-à-dire faire une image pour glorifier le dispositif, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. En revanche, à partir du XVe siècle, on va réaborder cette question qui appartient à l'Antiquité et on va réaborder cette question centrale qui est la question de la techné. Alors ça a été la thèse de la théoricienne qui s'appelle Patricia Falguer qui a renommé cette question-là et qui a remontré effectivement que ce qu'on appelle la Renaissance, c'est évidemment un problème politique de représentation, mais ce qu'on appelle la Renaissance, c'est aussi le moment où on va reclipser le travail de la représentation, c'est-à-dire la mimésis,
à la question de la techné. Et ce que j'essaye de vous montrer avec ce tableau, c'est que ce tableau a été un concours. Donc là aussi, c'était bien un concours de qui fera le truc le plus technique et le plus précis. C'est pas Pisanello qui gagne, a priori, parce que le père de Lionel Dest avait préféré Bellini parce qu'il trouvait que dans Bellini, il y avait un effet de vivant supérieur. Donc on est bien sur une puissance technique qui permet de produire des effets. Mais c'est une question de la technique. Ce que ce tableau dit dans l'histoire de l'art, il dit précisément le moment où on va réindexer la technique sur la question de la représentation. Et donc, cette représentation, elle est au service de plusieurs choses. Elle peut être au service du divin. Là, elle va être au service d'une famille et au service d'une gouvernance. Ce que cette techné permet de faire, c'est de faire un portrait qui est à la fois un effet de vivant, mais aussi un effet de représentation de la puissance d'une famille à produire quelque chose ou à représenter la puissance que cette famille obtiendra. Ce qui sera exactement la même chose dont on avait parlé l'année dernière, quand j'avais fait le Filiconi sur le frère, sur Borso d'Este qui fait le Palazzo Schifanoia. Dans ce palais, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est la représentation du personnage et elle représente sa puissance en tant qu'être. C'est-à-dire qu'à l'inverse du médiéval, où dans le médiéval, vous pouviez bien déclipser les visages parce que ce qui importe, c'est la forme en tant que la forme qui représente la puissance. Vous pouviez déclipser à l'infini les visages. Ce n'est pas ça qui importe. Ici, ce qui importe, c'est la singularité du visage. Absolument la singularité du visage et la technique qui permet de reproduire la singularité de ce visage. Troisième concept sur lequel je voulais revenir, c'était ce concept qui va être essentiel pour la Renaissance et pour cette première modernité, qui est la question de l'actualité. La peinture doit permettre la compréhension et l'appréhension d'une actualité. Actualité d'un usage, actualité de la mode, actualité d'un principe de représentation. Et ça, c'est extrêmement important. Quatrième concept pour comprendre ce tableau, c'est évidemment la question qui est une des grandes nouveautés du XVe siècle, qui est la question de la représentation technique au service de la représentation de l'humanité, c'est-à-dire au service de la représentation de ce que l'être est en tant que singularité. Ce que je dois saisir ici, c'est, et ça sera mon cinquième point, ce que je dois saisir ici, c'est un caractère. Et donc, le service technique, enfin, ce dispositif technique qui se clipse sur l'histoire de la peinture, permet deux choses. Permet l'affirmation de ce qu'on appelle un caractère. Ce personnage a une singularité qui n'est pas reproductible et qui n'est pas confondable avec quelqu'un d'autre. C'est pas ce qu'on appelle en théologie une étimasie, c'est-à-dire l'étimasie, c'est le trône vide. Vous pouvez bien mettre qui vous voulez dessus, ce qui importe, c'est le trône. Là, rien. Il n'y a aucune représentation des sigles du pouvoir. Ce qui est représenté, c'est le caractère. Pourquoi ce personnage est important? Parce qu'il possède un caractère et que l'image est capable de restituer ce caractère, de restituer cette singularité et donc de restituer la puissance particulière de ce personnage. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui sera un des grands éléments de la modernité. Et donc, c'était un petit Filiconi sur celui-ci. Conclusion très simple sur ce tableau. Je pense que ce tableau peut être considéré comme un des marqueurs les plus importants de ce qu'on appelle grossièrement la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire la fin de ce dispositif où la représentation est au service d'un doxa gestai, c'est-à-dire d'une glorification d'un système, et que c'est le début de ce qu'on va nommer la Renaissance, c'est-à-dire le début où l'usage pictural et l'usage de la mimésis va être fait pour autre chose simplement que la glorification d'un système. Et entre autres, la glorification d'une puissance et surtout le marqueur d'un caractère et la représentation de ce caractère. À partir de ça, ça veut dire qu'on a trois éléments qui vont être symptomatiques de ce qui va être la toute nouvelle Renaissance qui commence à ce moment-là. Moi, je date quasiment le début de la Renaissance de cette période-là, c'est-à-dire de 1441, c'est 10 ans avant les trucs qui vont déclencher fondamentalement le reste de la Renaissance, puisque 10 ans plus tard, vous aurez à la fois l'invention de l'imprimerie, et enfin 10-12 ans plus tard, l'invention de l'imprimerie, et vous aurez aussi la chute de Constantinople. Chute de Constantinople qui permettra la récupération de milliers et de milliers d'ouvrages qui vont procéder à ça. Donc on est à quelques décennies, quelques années près de ça, et qui permettent d'affirmer effectivement ce qu'est le syndrome de la Renaissance picturale. Le syndrome de la Renaissance picturale, c'est trois concepts, l'individu, le caractère et la technique. Et ça, c'est une nouveauté fondamentale. Dans le médiéval, le caractère n'importe pas. Ce qui importe, c'est la glorification d'un système. Et le technique
est au service du système. Là, c'est au service d'un caractère. Et je crois très fondamentalement que ce tableau en est un des marqueurs les plus importants et qu'il désigne précisément ce changement de paradigme extrêmement fort. Tout en sachant aussi que Ferrare, à cette époque, Ferrare est l'une des capitales les plus importantes et une des villes les plus importantes dans le système de la culture en Europe au XVe siècle, un endroit les plus importants.